J'entreprends ces études de psychologie et donc je me passionne et donc j'ai une immense curiosité et j'ai l'impression que ma vie a été une espèce de désert. Voilà, c'est l'arrivée dans un lieu où il y a tant à connaître, où il y a tant à connaître. Mais où il y a tant à connaître et en même temps, il y a tant à connaître et j'en remarque que la psychologie humaine, c'est pas vraiment ça. Moi, je n'arrive pas à être passionnée par la psychologie humaine. Alors, il y a des choses qui sont amusantes. Hein. Les cours de psychologie sociale sont très amusants. Oh, si on se met bien dans la perspective de ce que c'était que la psychologie sociale qu'on nous enseignait, ça ressemblait à des caméras cachées. Donc, c'est très drôle. Il y a une bonne dose d'humour et ces chercheurs, ils ont quand même une inventivité en psychologie sociale, c'est mettre les gens dans des situations abracadabrantes et voir comment ils vont s'en sortir. Je peux vous donner un exemple, hein, ça vaut la peine de voir. Allez, on fait des recherches, il y a eu un moment donné, dans les années 60, je ne devrais pas rire ici parce que je vais passer d'un épisode tragique des années 60. Il y a une jeune femme qui s'appelait Kitty Genovese, je m'en souviens encore, donc moi je vous parle de choses que j'ai étudiées en 89. Et la jeune Kitty Genovese, qui était, je pense, à New York à ce moment-là, se fait assassiner au pied de son building et va pendant une demi-heure hurler pour appeler ses voisins, pour appeler à l'aide, etc., pendant que son assassin la largue de coups de couteau. Et personne n'est intervenu et personne n'a appelé la police. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que ça a vraiment alarmé tout le monde, de se dire, mais on peut se faire assassiner. Et personne ne réagit. Donc, une enquête est menée, mais pas une enquête au sens policier du terme, une enquête au sens, bien que pas au sens policier du terme. Je vais peut-être vite en besogne pour refuser les analogies. Une enquête de sciences sociales va commencer. Pourquoi est-ce que personne n'a même appelé la police? Que les gens n'interviennent pas. On n'a pas envie de se faire eux-mêmes larder de coups de couteau. À la rigueur, on pourrait comprendre, mais appeler la police ne mettait personne en danger. Ils étaient derrière leur fenêtre, dans leur appartement. Et en fait, on a compris que le phénomène qu'on a appelé ultérieurement de dilution de la responsabilité, c'est que chacun avait cru que les autres avaient déjà appelé, donc ce n'était pas la peine d'appeler. Et donc, personne n'a appelé la police. Mais à partir de là, tout un courant de recherche va être mené en psychologie sociale pour comprendre quand est-ce qu'on est altruiste, quand est-ce qu'on ne l'est pas, pourquoi est-ce qu'on ne l'est pas, etc. Donc, il y avait aussi, il fallait un peu réparer la société. Eh bien, c'est là où les recherches deviennent absolument croquignolettes, puisque on va imaginer toutes les situations les plus absurdes et les plus abracadabrantes dans lesquelles mettre les gens pour voir s'ils vont réagir de manière altruiste ou pas. Et donc, tout le monde va y passer, les enfants, même les prêtres. Alors, je me souviens d'une expérience en psychologie sociale où on a fait croire à un prêtre qu'il devait venir faire une émission à la radio sur le bon samaritain. Hein, donc, il était bien préparé mentalement à être mis en situation où il allait devoir être altruiste. Et on a prévu sur son chemin de retour du studio pour retourner, je ne sais pas, à son presbytère ou, enfin, ou à l'école qui fabrique des prêtres, de mettre quelqu'un de couché sur le trottoir, visiblement en difficulté, et de voir, eh bien, on a constaté que même les prêtres passaient au-dessus de la personne en difficulté. Bref. Et donc, voilà, ça permettait d'un peu stigmatiser, enfin, de régler quelques comptes, on va dire. On va imaginer un chercheur en psychologie sociale particulièrement laïque et militant, réglant des comptes avec l'institution de l'Église. Bref, et donc on a mis des gamins dans des situations où on leur demande d'attendre sagement dans une pièce et puis ils entendent dans l'autre côté de la pièce au secours, venez m'aider. Et on regarde est-ce que le gamin bouge, à quel âge est-ce qu'il bouge, comment est-ce qu'on explique qu'il ne bouge pas, tiens, est-ce qu'on est très normatif à 7 ans, de 7 à 9 on est comme ça, etc. Donc il y a eu une quantité de recherches et ça c'était amusant, mais ça me paraissait tellement artificiel. Ça me paraissait déjà tellement artificiel. Et ça, c'est. Mais je n'ai jamais levé mon doigt, je ne suis jamais intervenue pour dire il y a quelque chose qui me semble un peu suspect dans cette affaire-là. J'étais philosophe, et donc je n'oubliais pas que j'étais philosophe, mais j'ai utilisé la même stratégie que celle que j'ai utilisée quand j'étais aux États-Unis, c'est-à-dire ne te mets pas dans l'opposition, ne commence pas à penser que ce qui se passe autour de toi ne mérite pas d'attention. Prends, avale tout, apprends le plus possible. Après,
tu remettras tout ça en cause. Et c'est vraiment, et je le faisais délibérément à ce moment-là. C'est ici, je mange, j'avale, je digère, mais je ne me mets pas d'office dans une position d'hostilité par rapport à ce qu'on m'apprend. Il n'empêche que je trouvais que la psychologie humaine, et ce n'était pas la faute des enseignants, je ne la trouvais pas si intéressante que ça. Souvent, je me disais, mais on aurait pu dire le contraire, on aurait pu dire autrement, une autre situation, un autre dispositif. Je suis sûre qu'on aurait trouvé autre chose. En revanche, et c'est là qui était... Alors là, on est dans quelque chose de l'ordre du décisif. Je vais à mon premier cours d'éthologie et je ressors là complètement enthousiaste. Et là, je ressors en me disant, tiens, ici, il y a vraiment une pratique de savoir. Ici, il y a vraiment quelque chose de très nouveau. Ici, on est dans un autre monde et ce monde est super, bien peuplé. Ce monde est rempli d'êtres étranges et ce monde est surtout vécu, analysé, interprété, raconté avec une telle imagination, une telle intelligence. Et j'ai eu un coup de foudre total pour l'éthologie. Et donc, je me retrouvais énormément inscrite en clinique, puisque l'idée était d'échapper au chômage. J'avais donc pris le diplôme, non pas, je n'avais pas le mettre dans la recherche, puisque voilà. Et d'un seul coup, je comprends que ce n'est pas du tout la psychologie clinique qui m'intéresse, que travailler comme clinicienne, j'ai des doutes sur le fait que ce soit un jour possible. Bien que j'aurais pu, hein, mais je l'ai fait un petit peu, mais c'était pas... Je veux dire, ça n'aurait pas suffi à nourrir ma curiosité, je crois. Ou en tout cas, pas cette curiosité, pas le type de curiosité que j'avais plus ou moins acquis jusque-là. Et donc, je me passionne et je décide de prendre tous mes cours en éthologie. Et ça va tellement loin que je prends non seulement tous mes cours en éthologie, mais je demande à faire mon mémoire de fin d'études en éthologie. Et j'obtiens un accord, qui est une espèce d'accord, parce que normalement, psychologue clinique et puis éthologue, il y avait quand même un pas de côté. En plus, j'ai dû aller faire j'ai dû quand même aller faire un petit peu de terrain avec les éthologues. Donc j'ai dû aller observer notamment des coqs de bruyère au moment de la territorialisation. Et donc j'ai appris la rigueur et les difficultés et la patience des éthologues. Je n'ai pas fait très longtemps, mais je peux dire que c'est un apprentissage assez rude. Dans des conditions climatiques qui ne sont pas toujours excellentes, parce que le début du printemps, là où vivent les coqs de bruyère, vous avez 18 degrés dans votre ville, et puis vous vous retrouvez avec de la neige et devoir rester immobile dans un mirador d'observation pendant des heures et des heures. C'est une grande expérience. Mais je me passionne, et je me passionne parce que je constate que ces éthologues ont une inventivité, une imagination, parce qu'ils arrivent à raconter des histoires au départ de petits indices. C'est vraiment un travail d'enquête absolument extraordinaire. Et je me passionne pour tout. Et je me rends compte que je me passionne pour tous ceux qui travaillent avec des animaux, parce que j'irai aussi faire toute une série de stages avec des psychologues expérimentaux qui travaillent avec des souris et des rats, parce que me passionne la manière dont on arrive à poser des questions à ces êtres. Et je n'ai pas encore l'esprit très critique, hein, je vais dire, je ne suis pas déjà en train de fabriquer, tiens, mais les dispositifs, est-ce qu'ils sont vraiment... est-ce qu'ils mettent vraiment les animaux à leur affaire, pour le dire de manière assez simple. Mais je pense que cette manière assez simple de dire est une bonne façon d'appréhender la question de la psychologie expérimentale avec des animaux. Est-ce que les animaux qui sont interrogés là sont vraiment à leur affaire? Et puis donc, je fais mon mémoire en éthologie. Et ça, c'est aussi un moment important. Je dois choisir un thème. Comme je suis philosophe, je me dis, tiens, mais de plus en plus, on pose la question de la moralité chez les animaux. C'est-à-dire, est-ce que la morale serait... Y aurait-il des précurseurs de la morale chez les animaux? Je trouve que c'était une question, pour une philosophe, qui n'était pas inintéressante. Et je décide de prendre cette question, évidemment, non pas générale et large, parce que je serais tombée sur des trucs très abstraits et ça n'allait pas être très intéressant. Je me dis, tiens, mais on parle du fait que les animaux sont altruistes. C'est une théorie qui commence à vraiment avoir le vent en poupe dans les années 80, oui, on avait commencé déjà un peu avant, grâce notamment aux théories de la sociobiologie. Donc, est-ce que les animaux pourraient être altruistes et est-ce que l'altruisme est ce qu'on appelle une stratégie stable du point de vue de l'évolution? Alors, une stratégie stable de l'évolution, c'est pour une raison très simple, c'est que l'altruisme était un paradoxe dans une perspective néo-darwinienne hyper adaptationniste, dans la mesure où Wilson le résume très bien en disant « les héros ne font pas d'enfants ». Et donc, si on est, comme les sociobiologistes, persuadés que l'altruisme est génétique, et vous n'avez même pas besoin de cette conviction-là pour que ce soit un paradoxe, c'est si vous vous sacrifiez. Vous n'avez même pas besoin de cette théorie pour que ce soit un paradoxe, si vous vous sacrifiez pour d'autres qui sont
sur des membres de votre communauté ou d'autres de votre espèce, ben, vous diminuez vos chances de survie, ou en tout cas vous grevez votre... C'est très économique comme théorie, vous grevez votre capital de survie. Et donc, normalement, vous devriez avoir moins de chances par rapport aux pressions sélectives que ceux qui bénéficient de votre aide. Et donc, ils vont essayer de trouver, mais si l'altruisme s'est maintenu, c'est qu'il y avait des avantages. Quels sont les avantages? Et donc, la théorie sociobiologique va dire qu'il y a des avantages parce qu'il y a de la réciprocité. Donc, d'une certaine manière, vous aurez, de toute façon, vous ne perdez pas puisque vous récupérerez plus tard quand vous en aurez besoin. Et puis, il y a toute la théorie sociobiologique de l'aide aux apparentés. Si l'altruisme est déterminé par un gène, il faut comprendre la non-disparition de ce gène dans les générations futures. Si vous n'avez pas d'enfant parce que vous avez, par exemple, aidé un couple à se reproduire et que vous avez aidé les petits au nid et que vous-même, vous ne faites pas de petits, ben, votre gène de l'altruisme devrait disparaître. Sauf si, disent les sociobiologistes, et c'est la solution qu'ils vont trouver, la solution théorique, si vous aidez un apparenté et que vous limitez votre aide aux apparentés, vous limitez votre aide à des aides qui portent potentiellement une bonne partie de votre bagage génétique. Donc, votre gène de l'altruisme va se retrouver rester présent dans la population génétique. Bref, ce n'est pas très intéressant tout ce que je raconte ici, ça ne m'a pas intéressé plus que ça, mais il faut simplement que j'explique pourquoi la théorie de l'altruisme. Dans les années 60, avec Kitty Genovese, toute une série de recherches sur l'altruisme. Dans les années à peu près les mêmes, avec la sociobiologie, on constate des comportements altruistes chez les animaux, et allez savoir comment Kitty Genovese a elle-même, d'une certaine manière, influencé le monde animal, c'est pas impossible. C'est pas impossible que les chercheurs soient, d'une certaine manière, infectés, contaminés, et le terme n'est jamais négatif pour moi dans ce cas-ci, par les recherches sur la société dans laquelle ils vivaient. Bref, toujours est-il que l'altruisme est donc devenu un sujet qui préoccupe beaucoup les chercheurs, et on va essayer de démontrer la validité de la théorie sociobiologique ou de la contester. Certains chercheurs vont faire des recherches sur l'altruisme en essayant de valider d'autres théories. Toujours est-il que je suis dans ce débat-là et je me dis, tiens, c'est intéressant. De la part des singes, on pourrait quand même s'attendre à ce qu'ils soient altruistes. Ils sont tellement proches de nous, tellement de proches cousins, enfin tout le blabla qu'on connaît d'habitude. Mais chez les oiseaux, ce serait intéressant de voir, tiens, qu'est-ce qu'on dit, quelles sont les conditions dans lesquelles c'est dit, qu'est-ce qui a permis aux chercheurs de trouver, et qu'est-ce qu'on décrit exactement. Et donc, je vais faire mon mémoire sur l'altruisme chez les oiseaux. Et au début, c'est assez intéressant. Donc, je rencontre des guépiers à front blanc, des geais bleus du Mexique, des geais bleus de Floride, la petite corneille grise de Lausanne. Bref, je rencontre l'accenteur mouchet. Je rencontre plein d'animaux altruistes. Mais très rapidement, je constate que ce n'est pas si amusant que ça parce qu'ils se comportent tous de la même façon. Alors, ils aident au nid, ils nourrissent les jeunes, ça c'est le comportement principal. Parfois, il y a des comportements contre les prédateurs, donc des comportements de rameutage, comme on appelle ça chez les oiseaux, de mobbing. Mais ça se limite à ça et souvent, je ne sais pas grand-chose de la vie de ces oiseaux. Pourquoi? Parce que la théorie sociobiologique, se focalisant uniquement sur ce qui arrivera à démontrer la théorie, se préoccupe très peu de savoir comment ils s'organisent, ces oiseaux. Est-ce qu'ils font d'autres choses que d'être altruistes? Quand ils sont altruistes, comment est-ce qu'ils aménagent ça? Est-ce qu'il y a des relations sociales sophistiquées? Bref, bon. Et je me retrouve à étudier des choses finalement assez répétitives qui ne me mettent pas en vrai contact avec les oiseaux. Je n'ai pas l'impression d'avoir affaire à des êtres vraiment très compliqués, très sophistiqués. Sauf deux cas. Et il y a deux cas. Il y a l'accenteur mouchet, qui est décrit par des chercheurs anglais, qui est un oiseau qui visiblement a décidé d'inventer toutes les formes possibles de la conjugalité et du fait des femelles, ce qui n'était quand même pas désagréable à entendre qu'une des femelles faisait vraiment des choses très inventives pour s'assurer d'avoir plusieurs pairs potentiels s'occupant de la même nichée, tous convaincus qu'il s'agissait de la leur. Donc, bravo la femelle accenteur mouchet. Et puis, il y avait un autre oiseau. Et alors là, je suis restée absolument étonnée, sidérée même, par le fait de lire 2-3 articles, parce que son chercheur avait très peu publié, et on comprend pourquoi, c'est tellement fantasque que c'était difficilement acceptable dans les revues scientifiques mainstream. Et c'est là que je faisais ma recherche. C'est Amot Zahavi. Et Amot Zahavi, que je ne connaissais pas du tout, dont je n'avais jamais entendu parler, publiait 2 ou 3 articles
sur un oiseau qu'on appelait en anglais le babbleur, Turdoides quamiceps, donc et qu'on peut appeler soit passereau d'Arabie, soit, moi j'ai opté à cette époque, parce que je trouvais que le mot était amusant, cratéropécaillé. C'est presque un nom dont on se dit l'être à laquelle s'attache ce nom devrait ne pas exister, un cratéropécaillé. Et donc, et je m'intéresse à ce cratéropécaillé, et là, on a une toute autre théorie. On n'est pas nécessairement très éloigné de la sociobiologie, mais ah, il y a le chien qui décide que ça suffit de rester là. Tu veux bouger? Tu veux sortir? Tu veux venir par ici? Bon. Et alors, donc, je reprends avec mon cratéropécaillé. Et qu'est-ce qu'il fait le cratéropécaillé? Eh bien, Xavier a une théorie absolument fantasque, qui est la théorie du handicap. Alors, je ne sais pas si je peux peut-être expliquer un peu la théorie du handicap, parce qu'elle est quand même intéressante comme théorie. Imaginez, voilà, je vais prendre les deux exemples que Xavier donne. Le premier est assez simple, hein, c'est un exemple qui intervient dans... Alors, Alba, tu fais quoi? Tu décides que... ben voilà, on est beaucoup mieux comme ça. Mais oh là là, ça c'est bien ça. Alors, on est dans la perspective de la théorie de la sélection sexuelle. Il y a plusieurs débats dans le cadre de la sélection sexuelle, c'est qu'on constate que des attributs qui sont favorables d'un point de vue de la sélection sexuelle, c'est-à-dire qui vont être attirants pour les femelles et donc donner la chance à celui qui en est porteur de se reproduire, sont d'un point de vue de la sélection naturelle absolument désastreux. Donc prenez le cas de la roue du Pan. La roue du Pan semblerait attirer les femelles, il semblerait qu'il y ait une pression sélective de la part des femelles en faveur de la croissance de la roue du Pan pour se retrouver en effet avec cette espèce d'énorme chose, d'énormes traînes que les pans traînent derrière eux, et qui, du point de vue de la sélection naturelle, doit quand même être un fameux handicap par rapport aux prédateurs. Et donc, une femelle qui choisirait le pan qui a la traîne la plus voyante et la plus difficile à porter derrière soi, en fait, fait un bon choix du point de vue de l'attirance que produiront, de l'attracteur que constitueront ces petits, mais fait peut-être aussi un mauvais choix en même temps parce que ces petits seront la proie la plus facile des prédateurs. Comment est-ce qu'on résout ce paradoxe? Alors, le problème de savoir d'ailleurs pourquoi créer, pourquoi fabriquer, pourquoi est-ce que la sélection naturelle laisse fabriquer des choses aussi extravagantes que des grands bois, que des plumages absolument incroyablement bariolés, donc elle n'est pas très économe d'une certaine manière. Alors certains disaient, il y avait plusieurs hypothèses, mais finalement, Darwin tout simplement, les femelles sont attirées par la beauté. Voilà, et ça suffit, et donc c'est la beauté en soi. Wallace va être un peu plus sceptique par rapport à la question de la beauté, comme beaucoup d'ornithologues et beaucoup de zoologistes sont assez sceptiques par rapport à l'idée que la beauté pourrait en elle-même être un facteur de réussite. Et lui, il va dire, attention, mais finalement les couleurs brillantes indiquent un très bon état de santé. Et donc, ce bon état de santé justifie le choix de la femelle. Elle a intérêt à choisir le mâle le plus sain, le plus vigoureux. Et la beauté, par exemple, la beauté dans les critères même des animaux, ce serait une forme, par exemple, de symétrie du corps et du visage, enfin, en tout cas de la forme. Et l'asymétrie en général, quand les ailes ne sont pas bien symétriques, ça signifie qu'il y a eu beaucoup de stress et de traumatisme pendant la croissance. Donc, méfiance. Enfin, voilà un peu toutes les théories. Eh bien, Zahavi va avoir une autre hypothèse et il va dire, mais prenons au sérieux la question du handicap. Si ce mâle qui porte cette énorme chose, très voyante, a réussi à survivre, c'est qu'il est vraiment fortiche. Et donc, en fait, un individu qui prend un handicap, on est comme dans la fable de La Fontaine, sauf que La Fontaine avait voulu moraliser les humains et que Zahavi va accepter de ne pas moraliser. Et donc, comme dans la fable de La Fontaine, sauf que ici, la stratégie du handicap est une stratégie payante, puisque le pan qui, d'une certaine manière, fabrique, déploie cette espèce de chose absolument aberrante du point de vue de la sélection, en fait, affirme sa valeur en montrant simplement qu'il a survécu. Ça, c'est le premier cas de figure. Partons sur cette théorie du handicap et Zahavi va l'étendre à d'autres situations. Et voilà la situation. La petite gazelle de Thomson. Alors, la petite gazelle de Thomson était célèbre à l'époque
je parle des années 70, 70 si on parle comme les Français, pour des gestes qu'on considérait comme altruistes. C'est-à-dire, vous avez la savane, vous avez des hautes herbes, vous avez les petites gazelles de Thompson qui sont en train de vaquer à leurs occupations de gazelles, et puis le lion arrive. Petite musique, tatam, tatam, tatam. Et puis vous avez une petite gazelle qui se met à sauter très haut au-dessus des herbes et qui agite un petit panache blanc, il a une petite tache derrière la queue, qui crée donc un effet d'alerte pour ses comparses. Vous obtenez le tatam, 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 et vous avez un violon ici qui vous dit « Ah, la petite gazelle s'est sacrifiée pour ses compagnes, elle se rend très visible pour le lion, ce qui permet, et très visible pour ses compagnes, et donc pour le lion, puisque la visibilité fonctionne pour les deux. Et donc, ces petites compagnes peuvent s'enfuir, et c'est elles qui risquent évidemment d'attirer l'attention du lion. Certes. Et donc, vous arrêtez le violon, et vous avez Zahavi qui arrive, un petit coup de trompette, et qui dit est-ce que vous avez déjà compté le nombre de gazelles alertantes qui se fait manger par le lion? Eh bien, dit-il, il n'y en a aucune. Celle qui alerte ne sera jamais poursuivie par le lion. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle prend un handicap. Exactement comme dans Lièvre et la tortue, mais à nouveau, cette histoire ne va pas être moralisée comme La Fontaine le faisait. Qu'est-ce qui se passe? C'est que quand elle saute comme ça, qu'est-ce qu'elle dit? Certes, elle avertit ses camarades, mais ce n'est pas ça qu'elle fait uniquement. Elle dit au lion, regarde un peu comme je suis en forme. Regarde un peu, ça fait même pas peur, même pas peur, même pas mal. Ça fait près ça, c'est drôle. Il est marrant, Zahavi. Enfin, il était, parce que malheureusement, il est décédé il y a 2 ans d'ici. Il était déjà assez âgé quand j'ai commencé à le lire. Et donc, en fait, il dit c'est très, très bénéfique du point de vue de la survie. Elle fait exactement, en fait, elle a des... Un lion ne va pas s'amuser à poursuivre une gazelle qui est en pleine forme. On sait très bien comment fonctionnent les grands prédateurs. Quand ils chassent des troupeaux, ils vont essayer de repérer l'individu qui va être à la traîne, celui qui va se distancier. C'est en général le dernier. C'est celui qui est moins bon, celui qui court moins vite, qui est ralenti, qui est vieux, qui est faible, enfin, etc. Celle-là, il ne va pas s'amuser. Il est sûr de perdre et son temps et son énergie pour rien, et il repartira bredouille. Et donc, le voilà avec la théorie du handicap. Eh bien, comme beaucoup de choses, ça c'est peut-être le petit problème des chercheurs, une fois qu'il y a une théorie qui marche pour le pan, pour la gazelle de Thompson, pour Tchak, ça devient une théorie qui va, il y a peut-être une volonté un peu totalisante. Et donc, il va comprendre, il va observer les oiseaux qu'il a observés pendant très longtemps. Il les a observés plus de 50 ans, ces cratéropes écaillés. Alors, où est-ce qu'on est? On est en Israël. On est dans le désert du Negev. On est à mi-chemin entre Beersheba et Eilat, dans une station de recherche qui s'appelle Ratseva. Et Zahavi a créé toute une station de recherche pour observer les cratéropes écaillés qui vivent dans le désert et qui vivent dans des groupes de 5 à une 15-20 d'individus. Ce sont des oiseaux qui vivent très longtemps, donc ils vivent une bonne quinzaine d'années, et ce sont des oiseaux extrêmement sociaux et passionnants. Et Zahavi va les observer et va commencer à émettre des théories qui vont être imprégnées de cette... Alors, je ne sais pas si la théorie du handicap lui est venue de l'observation des cratéropes et qu'il l'a étendue à d'autres. Je crois que c'est plutôt un problème théorique qui s'est d'abord posé pour lui, et puis il a essayé de l'appliquer aux cratéropes. Et le cratérope donc vit en collectivité, donc c'est un oiseau qui établit des territoires communs, collectifs. Et puis il va constater, Zahavi, qu'il se passe des choses bizarres. Ce sont des oiseaux qui se font des cadeaux. Et ça ne se fait pas n'importe comment, les cadeaux. Il va constater, au bout après quand même pas mal d'observations, que quand un cratérope fait un cadeau à un autre, selon le rang de celui qui donne, du donateur, et le rang du destinataire, il y a 2 issues possibles. Si un oiseau qui est très élevé dans la hiérarchie donne un cadeau à un oiseau qui est subordonné dans la hiérarchie, l'autre l'accepte, pas de problème. Si un oiseau qui n'est pas très élevé dans la hiérarchie essaye de donner un cadeau à un oiseau qui est plus élevé dans la hiérarchie, il va se faire ramasser. Et j'ai déjà vu, par exemple, un oiseau dit dominant se jeter sur l'autre, le coucher sur le dos et lui faire ravaler son cadeau, enfin le cadeau étant un petit vermisseau ou quelque chose comme ça, lui faire ravaler de force et devant tout le monde. Et Zahavi constate que chaque fois qu'un être fait un cadeau à un autre, un cratérope fait un cadeau à un autre, il y a un petit sifflement très particulier qu'on n'entend pas à d'autres moments qui est
le sifflement d'offrande. Et qu'est-ce que c'est que ce sifflement d'offrande? C'est pas pour dire à celui à qui on fait le cadeau, Georges, j'ai quelque chose pour toi. Non, non, c'est regardez un peu tout ce que je suis en train de faire. Et qu'est-ce qu'on fait? Et puis il va constater que c'est la même chose lorsqu'il s'agit de proposer d'être sentinelle, c'est-à-dire de se poster pour surveiller. Et que c'est la même chose dans beaucoup de circonstances. Et Zahavi va dire, est-ce que l'oiseau qui fait un cadeau, est-ce qu'il n'exprime pas exactement la même chose qu'un handicap? C'est-à-dire, je prends un petit peu de mon énergie, je prends un peu de mes possibilités de survie, je prends un petit peu, etc., pour nourrir un autre, ou je prends un peu de mon temps, etc., etc., alors que je devrais normalement aller me nourrir ou m'occuper de chercher une femelle ou quelque chose comme ça. Est-ce que ce n'est pas un handicap qui affirme, d'une certaine manière, j'ai les moyens? Un peu comme ces vieilles personnes riches qui faisaient des chèques mirobolants, etc. Et donc, il va appliquer la théorie du handicap au comportement et il va dire quelque chose de très joli. Il va dire que les cratéropes, en fait, forment une communauté et comme toute communauté, il y a nécessité de compétition à l'intérieur de la communauté parce que la hiérarchie n'est pas stable. Donc, ça veut dire que vous pouvez espérer monter dans la hiérarchie. Et comme monter dans la hiérarchie vous permettra d'accéder, puisqu'il n'y a que 1 ou 2 couples qui se reproduisent, vous permet un meilleur accès à la reproduction, vous avez intérêt à monter dans la hiérarchie. Donc il y a compétition. Mais en même temps, quand des groupes sont marqués par une trop intense compétition, ils vont mal. Il y a des bagarres, on ne s'occupe plus de ce dont il faut s'occuper. Bon, bref, les choses, quand il y a une intense compétition, les groupes se fragilisent et se fragilisent par rapport aux groupes extérieurs et se fragilisent même de l'intérieur. Il y a trop de stress, la reproduction ne se fait plus bien, il peut y avoir des blessés, bref. Eh bien, dit Zahavi, être compétitif pour le droit de coopérer est la solution, le compromis qu'ont inventé les cratéropes entre les deux, d'une certaine manière, ce dilemme, être compétitif pour monter dans la hiérarchie, être coopératif parce qu'un groupe coopératif en général est plus robuste. Eh bien, être en compétition pour le droit d'être coopératif, pour l'altruisme, c'est le compromis qu'ont inventé les cratéropes. Et Zahavi ajoutait, et les pionniers du kibbutz ont exactement rencontré le même problème.